Bonjour et bienvenue dans iGeekNo, l'émission hebdomadaire de la rédaction d'IGN. Cette semaine au programme, on parlera des rumeurs autour du nouvel iPad et aussi du nouvel iPhone. On fera le point sur Dragon Ball Super qui s'apprête à débuter un nouvel arc. Mais avant ça, retour sur justement le retour d'une série événement X-Files qui revient à travers une 10e saison. Dana Scully et Fox Mulder sont de retour des années après pour peut-être enfin résoudre les mystères autour des X-Files. Une 10e saison un peu particulière parce qu'en fait elle n'aura pas une vingtaine ou une quinzaine d'épisodes mais seulement 6 je crois. Voilà. Et Vincent, toi tu as pu voir le premier épisode qui a été diffusé là très récemment aux États-Unis. Sur la Fox. Sur la Fox, donc tout voilà, à fait. j'ai vu ce premier épisode, ce premier jet. Qui, on va dire, provoque un peu des réactions dithyrambiques. C'est un peu soit j'aime pas. Moi, personnellement, j'ai apprécié. Ouais. Donc, on va un peu resituer déjà ce qui se passe. Ça se passe, déjà, il y a 14 ans que la série s'arrêtait, la dernière saison. Ça fait quand même un bail. Donc, il s'est passé des choses entre-temps. Il s'est passé des choses. Il y a eu quand même les films. Il y a eu 2 films qui sont sortis. Oui, qui sont peut-être, on peut les oublier. Voilà, on va les oublier. Et donc, on retrouve Dana Scully et Fox Mulder, toujours incarnés par David Duchovny et Gillian Anderson. Ouais. Et donc voilà, des retrouvailles un peu forcées par l'arrivée d'un troisième luron. Alors attends, parce que donc les deux agents du FBI, Mulder et Scully, étaient donc séparés. Ils étaient séparés. On ne sait pas. Là, en fait, le premier épisode les reprend. Ils sont séparés, mais on ne sait pas. En fait, ça se passe quelques années après la fermeture des dossiers X-Files au FBI. Oui, donc chacun a mené sa vie de son côté. Voilà. Ils ont arrêté de se fréquenter. J'en dis pas plus, on va pas faire. Il se passe des petites choses entre temps. C'est justement un peu ce qui est raconté dans ce premier épisode, mais pas que. On sait qu'il y a toujours eu une relation ambiguë aussi entre Scully et Mulder. Ils jouent un peu sur ça pour coéquipier, mais un peu amoureux. Ça a toujours été un des tenants de la série. Il y a des petites révélations sur ce point-là. J'en dis pas plus. Non, c'est qui le nouveau? Voilà, tu nous parlais il y a un nouveau personnage, donc incarné par Joey McHale qu'on a vu dans la série Community. Ouais. Et donc en fait, c'est un peu une star du web qui a fructifié sa fortune une espèce de youtubeur, voilà, sur la découverte de la vérité et mettre en lumière les théories conspirationnistes. Et donc en fait, il en amène une à Dana Scully et à Fox Mulder qui concerne les extraterrestres. Voilà, là c'est un peu le mais fil c'est un peu rouge. comme le trio de Branquignol qu'il y avait dans l'ancienne série, sauf que maintenant il fait partie de la ce série. trio qui était fantastique. Moi, je les adorais. Il y avait eu un spin-off d'ailleurs sur ces personnages. Oui, il y avait une série mais qui n'avait pas fonctionné du tout. Et donc voilà, il va demander justement à Fox Mulder et Dana Scully d'étudier cette piste qui va mettre en lumière, remettre en question toute la mythologie de X-Files. C'est-à-dire pose une question, et si finalement la menace elle ne venait pas d'ailleurs, mais au final sur notre sol, sur la terre ferme, si la menace n'était pas humaine. Donc tout ce qu'on aurait vu dans X-Files, les extraterrestres, etc., toutes les révélations qu'on a pu avoir, ce serait du flan. C'est pas vraiment du flan, mais on regarde du mauvais côté, on regarde pas le bon côté. En fait, le camp ennemi n'est pas celui qu'on pense. Mais alors ce personnage, il est crédible? C'est une espèce d'Edward Snowden qui aurait réussi ou on sait pas trop, on le voit de temps en temps, il est introduit un peu à la va-vite. C'est vrai que c'est difficile de se faire une idée de son personnage et de son implication dans le reste de la série. Il va falloir attendre les prochains épisodes qui, soit dit en passant, seront diffusés dans le désordre par rapport à l'origine. Voilà. Le premier épisode a été suivi par l'épisode 5 et l'épisode 5, donc du coup, ce sera l'épisode 2. Selon Chris Carter, c'était pour faciliter la compréhension pour les téléspectateurs par rapport... C'est pour rendre hommage aux diffusions de M6 à C'est ça, les diffusions un peu laborieuses sur TF1 avec les experts. C'est particulier ça, on se demande à quoi s'attendre parce qu'en plus ça doit tenir en 6 épisodes d'une cinquantaine de minutes. Donc voilà, on verra parce qu'il y a des épisodes unitaires, donc avec des histoires à part comme pouvait y avoir dans la série originale. D'accord. Et il y aura le fil rouge donc autour des théories conspirationnistes qui je trouve sont bien construites parce que ça reste quand même très actuel. Donc on parle du cas Snowden, on parle de Julian Assange avec Wikileaks. Voilà, ça reste quand même une série très actuelle, ce qui vit avec son temps, mais qui présente des références à la série originale. Alors pourquoi les gens n'aiment pas en fait?
Pourquoi les gens aiment pas ? Parce que peut-être qu'on s'attendait un peu trop à une copie, une redite de la série originale, je pense. Moi personnellement, je m'attendais pas à forcément la panacée avec ce premier épisode. Je pense qu'il faut attendre de voir le reste pour voir ce que ça vaut vraiment. C'est vrai que le retour les retrouvailles de Dana et de Mulder elle n'est pas forcément très bien exploitée. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus, un peu expédié. Mais je trouve quand même que un fan, il retrouvera des petits clins d'œil qui doivent lui faire plaisir. Voilà, c'est ça. Première question, est-ce que déjà on retrouve l'esprit X-Files ? Et deuxième question, est-ce qu'on retrouve des personnages emblématiques comme, je sais pas moi, par exemple Skinner, l'homme à la cigarette ? Est-ce que c'est des personnages qui font leur retour aussi ? Donc je vais pas totalement spoiler sur les personnages qui font retour. Walter Skinner fait partie des personnages que de toute façon on avait annoncés. Il suffit même de toute façon de voir un peu la promo, ils sont un peu partout ceux qui reviennent. Ouais. Mais voilà, ils reprennent tous leur rôle d'ailleurs plutôt bien. Voilà, que ce soit Walter Skinner dans l'assistant directeur du FBI ou Dana, David Duchovny et Gillian Anderson sont très bons. Moi personnellement ça m'a donné envie de voir la suite, voir ce qu'ils vont faire de cette nouvelle approche qui brise la mythologie extraterrestre, les méchants, la vérité vient d'ailleurs. C'est plutôt intéressant d'ailleurs, c'était une manière assez novatrice de revenir. Quoi. Voilà. Ouais. Après c'est vrai que la série ne réinvente pas un genre parce qu'elle l'a déjà au final un peu inventé en son temps. Et que toutes les séries qui ont suivi ont pompé un peu sur ça. On peut penser à plus récemment Fringe. C'est des séries ou Homeland qui restent très actuelles. Et cette mini-série là, est-ce qu'elle va conclure l'histoire ou quoi ? On va avoir des réponses ? Ça va être la dernière ou... Je ne sais pas. On reste quand même un peu. On prend un peu la chose avec des pincettes parce que si ça marche, ils vont vouloir un peu tirer sur la vache, continuer à la traire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait. Mais même si David Duchovny disait que la laine de la vache. On y va. Hein. David Duchovny disait aussi que une saison réduite comme ça, c'était aussi volontaire parce qu'il considère que tous les deux, ils sont un peu vieux et que le rythme des séries à 15-20 épisodes, c'est trop, c'est pour eux. Et voilà, peut-être qu'ils ont aussi d'autres projets en parallèle. Hein. On sait que chacun a vécu un peu sa vie. David Duchovny dans Californication, Gillian Anderson dans d'autres séries, peut-être un peu moins Fall, on l'a vu aussi dans Hannibal Lecter. Ouais. Ils ont tous un peu leur actualité. C'est vrai que X-Files, c'était un moyen de se retrouver et de donner quelque chose aux fans. C'est un peu la mode de ramener à la vie des séries. Ah ça oui, c'est un peu horrible. Reprendre d'anciennes licences pour en faire de nouvelles, c'est très à la mode. En tout cas, ce premier épisode d'X-Files t'a plu et puis on attendra la suite pour peut-être faire un point au final de cette saison. Mais tout de suite, on passe à tout à fait autre chose avec les rumeurs sur les prochains produits Apple. Branle-bas de combat chez Apple, le nouvel iPad, l'iPad Air 3 devrait voir le jour. Évidemment, des nouveaux iPads, il y en aura toujours, et des nouveaux iPhones aussi. Et celui-ci a un nom plus long que les autres. Ce serait l'iPhone 5 SE. iPhone qui était toujours dans quelque chose de très épuré. Là, je trouve qu'il commence un peu à se perdre avec ses noirs allonges, mais bon, peu importe. Et toi, Vincent, encore une fois, qui est au fait de toutes ces rumeurs sur le nouvel iPad et l'iPhone 5 SE. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Quelles sont les nouveautés à attendre avec ces nouveaux gadgets ? Bon, on va commencer avec l'iPad Air, puisque il n'a pas été présenté, il s'est un peu fait voler la vedette, on l'attendait à la dernière keynote d'Apple en septembre. Finalement, ça a été la présentation de l'iPad Pro. Donc l'iPad Air 3, qu'est-ce qu'on sait ? Il sera fin, il gardera sa finesse. Léger, il sera léger sûrement, mais on sait qu'il il y a eu une fuite de croquis de l'appareil. Faut prendre avec les pincettes, mais posséderait 4 haut-parleurs ainsi qu'un flash. Moi, je trouve que c'est une erreur. Donc flash. C'est un ghetto blaster, le machin. Là, il faut arrêter. Voilà. Pas mal. 4 enceintes. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour le flash, tous ceux qui prennent des photos avec leur iPhone, déjà, c'est difficile. Enfin, l'iPhone, c'est un bon appareil photo, mais avec un iPad, c'est souvent. Ça ruine tout. C'est assez ridicule, quoi. Oui. Ouais, mais on le voit beaucoup. Hein. Quand tu vois les touristes, tous les touristes le font avec un iPad. Donc peut-être qu'ils ont dit on va rajouter un flash histoire qu'il fasse moins mauvais. Comme ils s'étaient adaptés avec leur stylet, alors que c'était contre la volonté de Steve Jobs depuis toujours, qui trouvait ça ridicule et qui disait que justement, dans cette volonté d'appareil épuré, la main devait suffire. On ne devait pas avoir un objet en plus.
D'ailleurs, quand tu parlais du stylet, il devrait justement être compatible avec l'iPad Air 3. Il faut espérer quand même, parce que le stylet à $100. On se disait quand même que ça devait être réservé à l'iPad Pro, parce que voilà, il y a des capteurs qui sont aussi dans l'iPad Pro qui faisaient que ça fonctionnait bien avec. Donc ça veut dire que, on va dire qu'il va y avoir beaucoup de technologies, ça risque de faire grimper les prix aussi. Ça, faudra sûrement s'y attendre. Quoi d'autre? L'écran pourrait passer en 4K. Ce serait sûrement un peu comme le principe des MacBook. L'écran 4K sont passés au Retina, machin. Voilà. Et quoi d'autre? Il garderait sa prise jack. Donc ça, c'est un peu la rumeur du moment avec l'iPhone. Est-ce que la prise jack va partir ou pas? Est-ce que la prise jack ça va être remplacé parce que c'est une norme. C'est une prise jack, on en a tous sur tous nos appareils. Et justement, ils voudraient la virer pour gagner en finesse. Et pour qu'on puisse acheter certainement un adaptateur à 50 € pour pouvoir mettre des appareils. Mais déjà de base, un iPad est plus épais en général qu'un smartphone. Pour un iPhone, ils vont toujours chercher à le réduire, mais ils auront peut-être encore de la marge pour l'iPad. Ils peuvent peut-être garder le jack. Et pour l'iPad Air 3, du coup, on partirait sur une sortie quand à peu présentation en mars. Ouais. Voilà, c'est les rumeurs qui circulent avec qui est plus tôt que prévu. Voilà, justement pour rattraper le retard, comme je disais, de la précédente keynote. D'accord. Et ce serait pour une sortie aux alentours de l'été. D'accord. Voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on sait sur cet iPhone 5 SE? Donc pourquoi 5 SE? Donc le ce serait pour Enhanced. Voilà, amélioré. Ce serait une version améliorée du précédent iPhone 5S. Donc on retourne dans le passé avec Apple. Oui, c'est ça qui est étrange, parce que je me trompe pas, on était à l'iPhone 6 là, 2013, avec son gros format, etc. 2013, l'iPhone 5S déjà. Ça voudrait dire qu'on reprendrait un format d'iPhone 5 en fait? Voilà, ce serait la taille de l'iPhone 5S, mais avec les caractéristiques de l'iPhone 6. Donc avec le processeur A8 et le coprocesseur M8, la taille avec un écran récent, avec une meilleure qualité, mais à savoir si ça sortirait, si ça aurait un succès en Europe, si c'est vraiment proposé peut-être à un prix attractif, pourquoi pas. Mais j'ai lu justement que l'appareil, cet iPhone 5SE, ce serait pour les pays émergents, pour les zones émergentes. Donc voilà, ça peut être l'Inde, ça peut être Chine, même si la Chine en ce moment est un marché qui est un peu en train de stagner, donc ça s'en ressent sur les ventes d'iPhone. Oui, et puis ils ont leurs propres acteurs aussi. On sait que UA, c'est comme ça qu'on dit par exemple, est un acteur vraiment majeur là-bas. Il y a des petits, il y a comme le OnePlus aussi, qui est une marque chinoise qui commence à bien grimper. Et, dans un modèle un peu plus luxueux pour le coup là. Même pas, c'est vrai que, ils ont plusieurs modèles. C'est vrai que le luxe est toujours, toutes les marques gardent le luxe. Parce que ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a. Oui, puis il y a un système de réservation privilégié, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces marques qui font du luxe et qui en même temps veulent essayer de faire du moyen de gamme. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un iGeek Now où on avait un téléphone qui coûtait combien, mon cher Arwan? Combien il coûtait déjà 17 000 €? Entre 10 000 et 17 000 €. 16 999 € seulement. C'est un téléphone qui vous permettait d'avoir un concierge. C'est c'est un concierge 24 heures sur 24. On peut l'appeler. On vous raconter tout ça. On peut le rappeler. Il y a un camion de la C'est le Brinks téléphone de la marque Vertu. Vertu, voilà. Donc si vous voulez le retrouver, c'était dans une ancienne émission d'iGeek. Sinon, le SE, c'est bien aussi. J'en veux bien. C'est pour concurrencer les pays émergents. Moi, j'en suis un. Donc, tout seul. J'émerge. Et ce qui émerge aussi, c'est de nouveaux personnages dans Dragon Ball Super. Et on va en parler tout de suite. Dragon Ball Super continue contre vents et marées, malgré certaines animations et dessins un peu, des fois, bizarres. Ça s'améliore. Et là, on sur part le sur tas, les mecs, ils apprennent sur le tas. Ils sont partis de rien. Ils dessiner au fur et à mesure. Ils commencent à devenir bons après 6 mois. Et là, on s'attaque à un nouvel arc qui, pour le coup, donne un peu envie. Tu vas nous faire le point là-dessus, mais de ce que j'ai compris dans Dragon Ball Super, maintenant, il y a plusieurs dimensions, un peu comme dans les comics. Bah oui, parce que... Et là, tout le monde va se réunir dans un espèce de grand tournoi. Pas tout le monde, attention, c'est compliqué. Il y a 12 dimensions. Et là, ça concerne que l'univers 7, d'où viennent Goku, Vegeta. Alors, les Goku, Vegeta qu'on connaît, c'est l'univers 7. C'est l'univers 7 avec le dieu de la destruction Beerus. D'accord, on a rencontré le chat, qui a aidé Goku à se débarrasser de Freezer avec l'entraînement de son acolyte Whis. Et il a eu les cheveux bleus. Voilà, il est devenu Super Saiyan Blue. Ouais. Et maintenant, on a fini avec Freezer, l'épisode 27. Et donc avec l'épisode 28, qui date de la semaine dernière,
on passe au nouvel arc. Donc plus ou moins la série fait le lien avec le dernier OAV du coup, ou plus ou moins si tu dis qu'on finit avec Freezer, parce que c'est où ça se termine carrément dans la série en parallèle à l'OAV. C'est-à-dire que pour le film, tu veux dire? Oui, la résurrection de F. Ouais. En fait, la série a repris entièrement le scénario de la résurrection de F. D'accord. Et donc, depuis le début, en mélangeant aussi avec Battle of the God, donc depuis le début, tout ce qu'on a vu sur ces derniers mois, on le connaissait déjà. D'accord, ok. C'est vraiment avec le dernier épisode, l'avant-dernier 27, qu'on a terminé tout ça et qu'on est rentré dans quelque chose de nouveau. Okay. Avec l'arrivée, mais on l'avait déjà vu un tout petit peu avant, de Ciampa, le dieu de la destruction de l'univers 6. C'est l'équivalent de Beerus, mais en gros. Voilà, il est gros et ils n'arrêtent pas de s'insulter parce que voilà, il y en a un qui est gros et l'autre qui est mince. Et ils s'engueulent sur la qualité de la nourriture des deux univers. Ouais, d'accord. Et ça se termine en tournoi parce que Ciampa veut la Terre pour lui dans son univers. D'accord. Il préfère les ramen qu'on trouve sur Terre. Bah ouais, il préfère les ramen. C'est largement meilleur à leur nourriture exotique, super compliquée. Et donc ça va lancer un tournoi parce que Ciampa et Beerus ne peuvent pas se battre directement, sinon ils annihileraient toutes les dimensions. Wow. Et donc les guerriers de l'univers 6, qui est une sorte de miroir de l'univers 7, en fait il y a 12 univers. Et ils vont par paire. Donc le 6 et le 7, ça fait 13. C'est une des paires. Voilà. D'accord. Si tu prends l'univers 1 et 12, c'est l'autre paire. Donc on n'a pas fini de voir des univers dans Dragon Ball, mais pour l'instant c'est le 6 et le 7. D'accord, mais alors si tu dis que c'est en miroir, c'est-à-dire que par exemple il y aurait un Vegeta super sympa et un Goku méchant dans l'univers, certes Alors c'est possible, en tout cas il y a un Saiyan. Ça, c'est sûr. Les personnages ont été présentés officiellement. Donc il y a quelques nouveaux guerriers qui arrivent et on sait quelques petits trucs en plus par rapport à un leak du manga qui est un petit peu en avance. Et donc alors comme personnage, on a effectivement un Saiyan qui s'appelle Kaba, comme Cabbage, le chou, et qui vient de la planète Salade. Oui, on sait que les Saiyans, leur nom fait toujours référence à des légumes. Ouais. Et en fait, la planète Salade, c'était la planète des Saiyans avant qu'ils pètent eux-mêmes avec des conflits. D'accord, il n'y a pas de Freezer dans leur univers pour détruire leur planète. Il y en a, mais c'est pas les mêmes. Ah, et du coup, ce n'est pas des univers parallèles. Ce n'est pas vraiment des univers parallèles. C'est pas tout à fait parallèle. Hein. C'est un peu parallèle, mais avec des histoires différentes. Par exemple, la Terre a été détruite depuis longtemps. Il n'y a pas d'humains. Et donc, Kabat, c'est un Saiyan. Les Saiyans n'ont pas de queue dans cet donc univers. Pas de transformation en singe. Et ce sont des héros de la justice, en fait. D'accord. Voilà, ils combattent le mal dans leur univers. Contrairement aux guerriers sans foi ni loi qui étaient les Saiyans, eux sont plutôt sympas. En fait, c'est la police de l'espace. En tout cas, à première vue. On ne sait pas encore. On a par exemple Frost. Frost, c'est l'anti-freezer. Bien sûr, encore un jeu donc de mots avec on le voit tout de suite. Voilà. Le froid, le frigo. Ouais. C'est clairement un mec style freezer. D'accord. Mais apparemment, Piccolo le dit lui-même, il ne ressent pas le mal en lui. Lui aussi est sympa. À première vue, c'est sympa. Et c'est aussi l'empereur de l'univers 6. D'accord. On a Magetta, alors ça c'est une sorte de robot vivant. C'est très mystérieux encore. Il a l'air neutre, on ne sait pas. Il y a le personnage Hit qui ressemble un peu à Piccolo en mauve, peut-être maléfique. Parce que je me disais justement qu'on allait peut-être avoir des Namek malveillants là. Il ressemble un peu à un Namek, pas trop, mais bon, c'est le candidat idéal pour devenir malveillant, effectivement. On a Botamo qui est un gros, un peu le pendant de Boo. D'accord. Jaune, tout lisse. Et on voit dans le leak du manga que c'est le premier qui sera combattu par Goku qui entame le tournoi. Goku qui a trop mangé, donc qui a un peu du mal à se battre. Et puis le temps de faire un peu d'exercice, il va lui retamer la gueule. Mais bon. Ok, alors justement, dernière question pour conclure avec Dragon Ball Super. Quels sont d'ailleurs les personnages qui sont dans ce tournoi? Est-ce que c'est juste Goku et Vegeta ou est-ce qu'on va voir aussi Son Gohan, Gotrunks, Piccolo? Alors pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est, alors si je me souviens bien, il y a Goku, Vegeta, il n'y a pas Boo parce qu'il n'a pas réussi à passer un petit examen écrit. Ah d'accord, ok. Que Goku lui-même a juste passé de justesse. Ouais. Et en plus, ça terrifie, enfin Vegeta est halluciné de voir que Boo ne passe pas le test, alors que c'est lui qui l'a proposé apparemment ce test. Donc voilà, il s'est fait avoir lui-même. Ils sont que 3, donc le troisième, ça doit être Piccolo. Ouais. D'accord. Ouais.
Ok, bah écoute, ça a l'air un peu plus excitant quand même cette histoire de tournoi que. Oui, on va avoir des nouveaux persos, des nouvelles attaques, ça va être fun quoi. Des nouvelles animations. Non. Pardon, excuse-moi. Mais voilà, l'épisode de 29 qui sort ce dimanche, là, normalement, va mettre encore de la mise en place, je pense, parce qu'on doit parler de Bulma qui va aller chercher les boules de souhait, qui sont des Super Dragon Ball à taille d'une planète de l'univers 6, alors que dans l'univers 7, les boules créées par les Namek sont en fait des boules de cristal limitées, construites avec des petits fragments de boules de souhait. D'accord. Ces boules de soie doivent servir justement à faire passer la Terre dans l'autre univers si jamais Champa gagne. Wow. on a des... Et si c'est Beerus qui gagne, je suppose qu'il récupère les boules de soie, je ne sais pas. D'accord, bah écoute, en tout cas, ça nous. Et après, épisode 30 et la suite, on verra, ça va commencer à castagner. Ok, très bien, bah, on refera le point à ce moment-là. Et puis, toutes les semaines, Erwan vous fait un petit résumé de l'épisode, donc vous pouvez suivre tout ça sur IGN, bien sûr. Mais on passe tout de suite au petit plus. Le petit plus cette semaine, j'ai oublié ce que vous avez choisi. On va commencer avec Vincent. Ton petit plus cette semaine, Vincent. C'est l'annonce, la véritable annonce, l'annonce officielle du nouveau jeu Tortue Ninja par Platinum Games. Donc, édité par Activision. Édité par Activision, donc Mutants in Manhattan. Donc moi personnellement je suis plutôt content de ce qu'on nous a présenté. Donc c'est un style graphique en cel shading mais qui n'est pas lié au dessin animé des années 80. C'est apparemment plus lié au chara design des comics récents. De la série en cours. Voilà. Le trailer, il y a un premier trailer que du coup on peut voir, vous pouvez retrouver sur IGN France, dans lequel l'humour est omniprésent. L'action aussi s'annonce, ça fait partie du gameplay avec ça, des c'est combos. C'est que c'est Platinum, quoi. C'est du Platinum. C'est quand même les mecs derrière Bayonetta. Voilà, donc en théorie, en termes de gameplay, on risque pas d'être déçu. Avec des combos et du coop jusqu'à 4 joueurs. Ça tombe bien, elles sont 4. Donc voilà. Donc c'est du beat'em all. Ça va être du beat'em all, mais visuellement, avec des attaques à 4. Avec des attaques à 4, des attaques combinées qui s'annonce visuellement très sympathique. Moi, je suis très content qu'on ait échappé à l'affreux design des adaptations cinématographiques. Après, je trouve pas ça tellement joli. Je trouve qu'avec peut-être du cel shading, il y aurait eu un peu mieux à faire. Là, je trouve que c'est un peu PS3 début. Un peu comme Deadpool. C'est vrai que c'est un peu la même patte que le jeu Deadpool qui était sorti justement sur PS3. Et un peu de ça, un peu plus prononcé comics quand même. Mais moi, par exemple, je trouve que les designs des tortues de la série Nickelodeon en 3D sont vraiment très réussis. Donc, ils auraient peut-être pu les reprendre. Mais trop enfantin, je pense, pour un jeu Platinum. Ouais, ils avaient fait Avatar. C'était Korra, Legend of Korra, et c'était une adaptation avec les graphismes comme c'était dans la série. Donc, puis bon, les Tortues Ninja, maintenant, c'est aussi les nouvelles générations. C'est pas que les vieux comme nous. Erwan, tu voulais toi aussi nous parler d'un jeu vidéo, je crois. Oui, un jeu de Blackbird Interactive. En fait, de Gearbox aussi. Gearbox Software qui a fait Borderlands, Duke Nukem Forever. Donc ça s'appelle Homeworld, Desert of Kurak, je pense. La licence Homeworld, elle est connue dans les jeux de stratégie. Et ça, c'est un nouveau jeu de stratégie temps réel qui débarque sur PC. Et en fait, ça a été développé par des fans de Homeworld, même des vétérans de Homeworld, qui n'avaient pas la licence et qui se sont dit on va faire un RTS avec le même design, la même patte. Et pas le même univers, ça s'appelait Shipbreaker à l'époque, sur une planète. Et après, Gearbox a racheté la licence Homeworld et ils ont filé du blé à Blackbird pour faire leur jeu. Donc il ne sort pas de nulle part, il est en développement depuis longtemps. Et il tombe à pic pour les amateurs de RTS qui n'ont pas grand-chose à se mettre sous la main en ce moment, à part les jeux de Gen System qui sont très bien aussi. Mais il n'y a pas grand-chose. Et là, on nous promet vraiment une bonne campagne solo. Voilà, c'est du bon RTS pour ceux qui aiment jouer tranquillement dans leur coin. Il y a aussi du multi, bien sûr, mais ça change du Star Wars et tout ça. Donc voilà. Si on connaît la licence Homeworld et qu'on aime bien un peu ce style-là, c'est le bon jeu à avoir en ce moment. Et c'est attendu pour quand? On le sait? C'est déjà disponible sur PC, dispo, dans super. Steam. Comme ça, vous pouvez essayer dès maintenant. C'est un petit peu cher, mais bon. Ok.
Et alors, moi, je vais vous parler d'une compétition. J'ai découvert ça et franchement, j'ai été emballé. C'est des compétitions de drones officielles. Ça y est, il y a une ligue aux États-Unis. Ça s'appelle la Drone Racing League. Et franchement, c'est assez bluffant. C'est donc des courses dans différents lieux. La saison va se tenir là toute l'année aux États-Unis dans différents lieux. Vous pouvez d'ailleurs voir sur le site les différents moments de la compétition. Alors, dans des stades, par exemple, il y a une compétition à Miami dans le stade des Dolphins, mais aussi dans des lieux un peu assez amusants, quoi. Il y aura une usine abandonnée, il y a un centre commercial abandonné, donc des grands espaces. Et on a ces petits drones là de couleur qui font la course. Le plus des drones, c'est que évidemment tu peux jouer aussi avec l'altitude quand tu fais un parcours, donc tu peux les faire plonger, etc. Et comment ces drones sont pilotés, les pilotes utilisent en fait des lunettes qu'ils enfilent et ils se servent de la caméra qui est embarquée dans le drone. Ouais, pour certains, voilà, faut pas avoir le mal de cœur, faut avoir l'estomac solide. Mais du coup, on imagine déjà les compétitions façon F1 avec la caméra embarquée. Voilà, on dirait du F0. Enfin, vraiment. Le drone, moi j'y voyais des applications sympas pour les documentaires, pour ce genre de choses et tout. Et là, vraiment, il y a un aspect compétitif qui a l'air très sympa. Et on va suivre ça de près. Voilà. À savoir que sans qu'il y ait de ligue ou de trucs officiels, il y a déjà des associations qui font ça en France. Ouais. Donc on espère bien les contacter, les rencontrer, enfin en tout cas parler d'eux sur IGN France à l'avenir. Voilà, donc s'ils nous entendent, l'invitation est donnée, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et pour nous contacter, il y a aussi le Facebook d'IGN, le Twitter, @IGNFra, et bien sûr vous nous retrouvez sur le site tous les jours, mais pour le prochain iGeekno, il faudra attendre une petite semaine, mais on sera là sans souci, et en attendant, on vous souhaite un excellent week-end. Ciao. Salut.